Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La démocratie française au bord du gouffre, alors que la proposition du groupe LOT à l'Assemblée nationale fait trembler les macronistes sur une possible abrogation de la loi sur la retraite, Macron espère secrètement par une argutie constitutionnelle et via Yaël Braun-Pivet empêcher le débat parlementaire. François Asselineau, donc, lui, appelle tous les députés à saisir l'article 68 de la Constitution pour engager la fameuse destitution d'Emmanuel Macron. Bonjour François Asselineau. Bonjour Nicolas Vidal, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Vous connaissiez la chanson de Célestin, Destitution ? Non. Bon, peut-être que ça donnera l'hymne de l'UPR. En tout cas, merci beaucoup François Asselineau d'être avec moi ce matin. Avant de commencer l'entretien, je voudrais qu'on écoute quand même un sonore de Yaël Braun-Pivet qui va planter le décor de tout on va parler ce matin. Un président de commission, quel qu'il soit, doit remplir au premier chef ses fonctions. Et donc, si il a une décision à rendre, il ne la rend pas dans une tribune au Monde, il la rend en écrivant un courrier à la présidente de la commission des affaires sociales. Oui, mais c'est très important les formes quand vous exercez des fonctions. Vous ne décidez pas et vous ne communiquez pas d'abord dans les médias avant d'avoir rendu votre décision formelle. La deuxième chose, c'est que l'article 40, il est d'interprétation stricte. Est-ce que ça crée une charge ou pas ? Est-ce que ça crée une dépense ou pas ? Il n'y a pas à avoir une interprétation politique. En fait, notre rôle en tant qu'élu, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle existe. Ça n'est pas d'appliquer la loi telle qu'on voudrait qu'elle soit. Moi, je vois, M. Coquerel aimerait que l'article 40 n'existe pas. Très bien, c'est son droit. Mais aujourd'hui, cet article, il existe, il doit l'appliquer et s'il remplit pleinement sa mission institutionnelle, il devrait déclarer la proposition de loi, ou à tout le moins l'article 1, irrecevable. C'est très clair. Voilà, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, François Asselineau, qui explique comme elle peut finalement que tout ça est démocratique et que l'article 40 est là pour faire le travail constitutionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, cher François Asselineau ? Je trouve ça pathétique. Madame Braun-Pivet est en train de se déshonorer d'une façon historique, puisque 24 heures auparavant, elle expliquait que c'était parfaitement recevable. Elle avait d'ailleurs dit qu'elle n'accepterait pas d'une irrecevabilité. Sauf qu'entre les deux, elle a été convoquée à l'Élysée, semble-t-il, et par Madame Borne, et qu'ils l'ont chapitrée et qui lui ont dit qu'il fallait qu'elle change de point de vue. Ça veut donc dire que Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, s'est couchée devant l'exécutif. Alors que normalement son devoir absolu au regard des Français, au regard de l'histoire de France, au regard des principes même de la démocratie depuis Montesquieu avec la séparation des pouvoirs, c'est que le Parlement est le représentant des Français, l'Assemblée nationale est la représentante du peuple français, et c'est elle qui impose ses décisions à l'exécutif, l'exécutif étant là pour exécuter les lois qui sont votées par le Parlement. D'ailleurs, l'article 24 de la Constitution précise bien que le Parlement vote les lois. Donc, Madame Braun-Pivet, elle a changé à 180 degrés, elle s'est couchée, elle est d'accord fondamentalement, et les gens de Renaissance avec elle sont d'accord pour que l'Assemblée nationale française se transforme en l'Assemblée populaire de Pyongyang en Corée du Nord, par exemple, où c'est le grand leader qui décide de tout et les députés sont là pour faire joli. C'est un véritable scandale. Alors maintenant, quant à son argumentation, c'est une honte également, puisque cet article 40, dont je rappelle aux auditeurs qu'il a prévu qu'une proposition de loi est irrecevable si elle a pour effet d'augmenter les dépenses de l'État ou de diminuer ses recettes. Il se trouve, et d'ailleurs Charles de Courson, le député qui a 30 ans de métier de député, qui sait ce qu'il fait, a très bien expliqué la chose, il se trouve que quasiment toutes les propositions de loi, je rappelle, étant ce qui est déposé par les parlementaires, elles ont toutes une incidence de cette nature. Ils ont même donné, M. Bernard Pancher, le président du groupe Lyot, a même donné des exemples. Il a donné des exemples récents. Par exemple, vous savez qu'il y a une loi pour imposer de mettre des drapeaux européens sur les mairies. C'est une proposition de loi. Eh bien, ça a un coût. Ça a un coût parce qu'il faut fabriquer des drapeaux, etc. Donc, multiplié par 35 000 communes, ça a un coût
tout à fait significatif. Et donc, il y avait justement, c'était une charge nouvelle. Et donc, ils ont fait c'était une proposition de loi de renaissance du parti de Mme Braun-Pivet. Et pour surmonter le problème, ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont gagé ça par des recettes, c'est-à-dire augmentation des droits d'assises sur le tabac. Il y a eu également, dans le même genre, une loi pour l'amélioration de la vieillesse, avec des dispositions, c'était une proposition de loi de LREM de Renaissance, du parti macroniste. Le coût pour l'État a été estimé à 8 milliards d'euros par an, et ils ont là aussi fait un gage en matière sur les droits de tabac. C'est la raison pour laquelle M. Pancher et M. de Courson ont fait exactement pareil pour leur projet. Ils ont gagé ça en disant qu'ils allaient augmenter les droits sur le tabac. Ça veut donc dire que Mme Braun-Pivet et les macronistes mentent comme des arracheurs de dents, puisque ça n'a strictement rien de nouveau. En fait, tout le monde a toujours été confronté à cette histoire, et à chaque fois qu'une proposition de loi est faite, eh bien, on gage ça par des augmentations qui sont prévues sur le budget de l'État. Je voudrais dire... Oui, François Asselineau, j'ai une question là-dessus, finalement, parce que est-ce que vous pensez que Yaël Braun-Pivet travestit sa fonction de présidente de l'Assemblée nationale? Parce que c'est ce que vous dites, hein, vous c'est même pire que ça. Je dis qu'elle se déshonore, cette femme. Ouais. Cette femme, elle est maintenant, elle va porter l'opprobre jusqu'à la fin jusqu'à la fin de sa vie. Les événements que nous vivons là sont d'une extraordinaire gravité. Laissez-moi, je voudrais quand même terminer deux, trois choses très importantes, très importantes que je n'ai pas entendues. La première chose, c'est que lorsque la Constitution de 58 a été faite, il s'agissait de se prémunir des projets fantasques des députés qu'on avait vus sous la 4e République. Et De Gaulle et les concepteurs de la 5e République n'envisageaient pas que l'exécutif est une gestion délirante des deniers publics. C'est la raison pour laquelle seule la proposition de loi, c'est-à-dire déposée par les parlementaires, fait l'objet de cette espèce de verrouillage. Or, ce que l'on a constaté, et on l'a vu notamment avec Macron, c'est qu'il faudrait que les projets de loi soient également assujettis à la même disposition. Et non seulement les projets de loi, c'est-à-dire déposés par le gouvernement, il faudrait que ça soit aussi gagé à chaque fois qu'ils font des dépenses, mais aussi toutes les décisions de l'exécutif. Je rappelle quand même que M. Macron a augmenté la dette publique française, depuis qu'il est aux affaires, depuis qu'il est au ministère des Finances, de 1000 milliards d'euros, et depuis qu'il est à l'Élysée depuis 2017, de 700 milliards d'euros. Le simple confinement qu'il a décidé comme ça, de son propre chef, de faire un confinement que la plupart des pays du monde n'ont pas fait ça. La Suède n'a confiné personne. Nous, on a payé des gens à ne rien faire. On a dépensé 500 milliards d'euros de dette publique pour payer des gens à ne rien faire. C'est la dépense la plus stupide qu'on puisse jamais envisager. Qu'est-ce que l'on aurait pu faire avec 500 milliards d'euros si ça avait été investi dans la recherche, dans la défense, dans l'éducation, etc., etc. Non, ça a été investi dans rien. Donc c'est un scandale. Et c'est ce monsieur et cette majorité qui ont laissé faire ça et qui maintenant veulent interdire qu'il y ait une proposition de loi. Donc c'est absolument scandaleux. Je voudrais dire aussi autre chose. C'est que parmi les gens qui nous écoutent, et je suppose, tout le monde n'a pas le même point de vue probablement, il y a peut-être des gens qui ont voté Macron, c'est possible, ou qui dans le fond se disent finalement il a raison, non, faut aller de l'avant, voilà, ça c'est une formule, vous savez, la formule type, il faut aller de l'avant, ça veut rien dire, mais bon. Et puis donc c'est un combat d'arrière-garde, etc. Alors ça, je voudrais mettre en garde les gens là-dessus. Ce qui est en train de se passer, c'est très important, c'est ce qu'on appelle, on va établir une jurisprudence. Ça veut dire que si Macron impose le fait que cette loi n'aura jamais été votée, parce que c'est ça qui est fondamental, l'article 7 du premier projet qui comportait l'article faisant passer de 62 à 64 ans, n'a jamais été débattu ni voté. C'est très très important. La loi sur les retraites n'a jamais été votée, contrairement à ce qu'a dit le président du Sénat, le deuxième personnage de l'État qui dit n'importe quoi, c'est quand même dingue. La loi n'a pas été votée, elle a été adoptée sans vote, c'est le terme juridique précis, par l'artifice de l'article 49 alinéa 3. Et là où ça a fait grief, c'est que cette loi et ce dispositif n'a jamais été voté, ce qui est contraire à l'article 24 de la Constitution, le Parlement vote la loi. J'ajoute qu'il s'agit d'un sujet qui, comme vous le savez, met en colère 70% des Français, 90% des actifs ne sont pas d'accord. Et tout le monde le sait. Et ce qui se passe, c'est que Macron et sa majorité, enfin sa minorité, comme dit Charles de Courson, parce qu'ils sont minoritaires, eh bien, ils décident en fait
de faire du cherry picking, disent les anglo-saxons, c'est-à-dire on va piquer ici, on va picorer, on va prendre les articles de la Constitution qui nous conviennent pour empêcher les députés de jamais voter cet article. Et ce que je voudrais dire, c'est notamment les gens qui trouvent ça bien, les macronistes, il y en a peut-être qui nous écoutent, ou au-delà. Il faut savoir que le temps, vous savez, comme disait Héraclite, le philosophe grec de l'Antiquité, Pantarei, tout change. Il y aura un jour où il n'y aura plus Macron à l'Élysée, le plus tôt possible sera le mieux d'ailleurs, et il y aura un jour où il y aura d'autres majorités et d'autres responsables politiques. Imaginons que, par exemple, ce soit Madame Le Pen qui soit à l'Élysée, ou que ce soit Monsieur Mélenchon qui soit à l'Élysée. Et là, on est en train de faire un régime qui donne absolument tout pouvoir à la personne qui sera à l'Élysée. Eh bien, je dis que tout le monde devrait se rendre compte, se ressaisir en se disant ça n'est pas possible de détruire tous les contre-pouvoirs par rapport à un seul homme. C'est peut-être la raison la plus fondamentale pour laquelle il faut mettre le haut là. Je note d'ailleurs qu'aujourd'hui même, ce matin, là, on a appris, ça s'est passé cette nuit, il y a une espèce de coup d'État, de magouille incroyable. Il va y avoir un premier vote ce matin pour voir quel va être le projet de la proposition de loi qui va être déposée, qui va être étudiée, le 8. Et il y a toute la magouille qui est prévue par les gens de LREM. Et c'est de refuser le premier article de cette proposition de loi faisant passer de 64 à 62 ans l'âge de départ à la retraite. Or, ça se joue à une ou deux voix près, c'est à l'intérieur de la Commission des Finances. On a appris pendant la nuit que l'une des députés républicains qui avait voté la motion de censure et qui s'apprêtait donc à rejeter cette proposition de Renaissance a été miraculeusement changée pour avoir la place une députée républicaine qui, elle, n'avait pas voté la motion de censure. Ça veut dire donc quoi ? Ça veut dire que, selon toute probabilité, la magouille qui est en train d'être préparée par l'Élysée et Matignon va marcher. Ça veut dire que les républicains, c'est pas les républicains. LR, c'est les renégats ou les raclures. Ce sont des gens qui sont là pour servir les intérêts de Macron, en faisant semblant d'être ses opposants. J'espère que les Français qui se rendent compte de ça, maintenant, plus personne ne doit voter pour les Républicains. C'est pas possible. On a véritablement affaire à des traîtres, des hypocrites, comme on en a rarement eu, et tout ça pour un plat de lentilles, parce que évidemment, lorsque Madame Borne quittera ses fonctions, c'est-à-dire assez probablement rapidement, probablement Monsieur Ciotti ou Monsieur Retailleau ou Monsieur Marlex iront recueillir les dividendes, c'est-à-dire les 40 deniers de Judas. Mais il n'en demeure pas moins que dans toute cette affaire... Alors, François Zidon, c'est l'heure du bulletin d'information. On revient dans 3 minutes après le flash d'information d'Emmanuel Noël. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, François Asselineau demande solennellement que les députés saisissent l'article 68 de la Constitution pour la destitution d'Emmanuel Macron, car il estime que la démocratie française est au bord du gouffre. On continue à en parler avec notre invité politique ce matin. François Asselineau, merci d'être là. Une question, vous avez dit dans une vidéo d'ailleurs qui a cartonné, près de 200 000 vues je crois, sur cet appel solennel, et on va en parler. Vous avez dit que c'est la pègre qui règne à l'Élysée suite au retournement de veste de Yael Braun-Pivet. C'est vraiment la pègre selon vous oui, non mais attendez. Ouais. Ce que disait De Gaulle, c'est d'ailleurs le rôle de ce que devrait être un chef de l'État. C'est pas la mafia, c'est pas la pègre. Normalement, le chef de l'État, il est là pour obéir au peuple français. Je l'ai déjà dit, lorsque De Gaulle, en mai 68, a été confronté à la grève générale, elle a commencé le 13 mai 1968. Le 30 mai, c'est-à-dire 17 jours après, De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Ouais. Nous, la première grève générale qui a eu, en tout cas, la très grande manifestation sur l'affaire des retraites, c'était le 19 janvier. Si Macron était De Gaulle, il aurait dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple français de trancher, parce que le problème, c'est que Macron est minoritaire à l'Assemblée nationale, et il est ultra minoritaire dans le pays sur ce projet. Donc, normalement, il aurait dissous l'Assemblée nationale 17 jours après, ça nous mettait au 5 février. Nous voici aujourd'hui le 31 mai. Ça fait 5 mois que la France est ingouvernable, que le président de la République, ses ministres ne peuvent pas sortir sans être victimes de horions et d'insultes générales, que la France est en ébullition. Tout ça parce que Macron ne veut pas céder, parce qu'il veut imposer un projet de loi qui est
contraire à ce que souhaite une grande majorité des Français. La démocratie, c'est demos kratos, le pouvoir du peuple. Macron veut imposer ça. Et pourquoi ? Il s'en fiche éperdument, Macron. Simplement parce qu'il est le petit commanditaire des grands fonds de pension américains, comme M. Larry Fink, qui est à la tête de BlackRock, qui d'ailleurs est reçu régulièrement à l'Élysée, qui veut mettre la main sur les retraites des Français dans un cadre de retraite par capitalisation. Donc on a affaire à véritablement une pègre financière qui est en train de vider de substance notre démocratie. Je note d'ailleurs que ça n'est pas uniquement le cas en France. On voit ici ou là, on le voit par exemple en Pologne, il y a en ce moment des grands mouvements qui sont très inquiétants, où la Pologne a décidé de faire une loi pour chasser les fonctionnaires qui auraient été trop sensibles aux arguments de la Russie, et ceci serait fait sans aucune étude juridique, ce serait simplement le fait du prince. Et dans tout le continent, sous la pression de l'Union européenne, on est en train de glisser dans une dictature. En France, vous avez vu, c'était hier, le ministre de la technologie, là, monsieur Barrot, qui explique qu'il va falloir supprimer Twitter. Mais où est-ce que l'on va ? Où est-ce que l'on va ? On est en train de glisser très très vite vers la dictature. Mais François Asselineau, la seule solution, donc, c'est l'article 68. Alors, ça fait très longtemps que vous en parlez. Alors, attendez, il y a encore trois étapes. D'abord, on va voir aujourd'hui ce qui va se passer. Et on va voir le 8, ce qui va se passer. Bon, si par miracle, peut-être la loi, la proposition de loi va-t-elle être soumise à l'Assemblée, et on sait très bien qu'à ce moment-là, il y aura une majorité qui votera pour l'abrogation de cette loi. Ouais. C'est ça le problème de Macron. C'est qu'il veut cacher le fait que la majorité du peuple français représentée par ses représentants, les députés, ne veut pas de sa loi. Donc c'est un procédé absolument dictatorial. On va donc voir ce que ça donne. Deuxièmement, si ça ne marche pas, vous avez vu que le président du groupe Lyot a indiqué qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Normalement, le Conseil constitutionnel devrait juger que c'est recevable, cette proposition de loi, et devrait donc renvoyer Mme Braun-Pivet, Mme Borne et M. Macron dans leur but. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel est vérolé, comme toutes les institutions françaises, puisque Macron a neutralisé tous les contre-pouvoirs. Alors on ne sait pas, peut-être qu'au dernier moment, M. Laurent Fabius va se rendre compte du rôle historique qu'il joue en la matière. S'il donne son accord, ça veut dire qu'il donne son accord à la soumission du Parlement français. C'est terrible, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout du compte, le peuple français va perdre ce qui lui restait un peu d'espoir dans les institutions françaises. Et puis il y a le troisième stade, et c'est ce que je dis moi, c'est que si Macron parvient à ses fins, il y a une dernière possibilité, c'est que les députés fassent ce que je demande personnellement et mon parti avec depuis 2018 de faire, c'est de lancer la procédure de destitution de Macron selon l'article 68. Parce que cet article prévoit que le président de la République peut être destitué en cas de manquement grave à ses devoirs. Alors c'est une formulation extrêmement floue, mais ça n'est pas sans précédent. Je rappelle que fin 2016, les Républicains avaient lancé la procédure de destitution contre Hollande pour le motif finalement minuscule qui était que dans son livre, un président ne devrait pas dire ça, il avait dévoilé des secrets d'État. Mais là, Macron, c'est des volumes entiers. Il faudrait faire l'encyclopédie de la Pléiade pour raconter tout ce qu'il a piétiné comme article de la Constitution à d'autres moments. Hein. Par exemple, l'article 2, le principe de la République, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est pas gouvernement de Macron, par Macron, pour l'oligarchie financière et BlackRock et les fonds de pension américains. Hein. L'article 3 de la Constitution prévoit que le président, les Français sont dirigés par le représentant ou par le référendum. Nulle fraction du peuple et nul individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. En ce moment, Macron est en train de s'attribuer seul l'exercice de la souveraineté. Alors ça, c'est des articles autrement plus importants que piétine Macron et qui sont autrement plus importants que l'article 40 qui évoque Mme Braun-Pivet. Donc je pense qu'il faut absolument que les députés lance l'article 68. Alors je sais bien, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais c'est tellement complexe qu'on n'y arrivera pas ici et ça. » Bon, et alors ? C'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on va pas tenter. Qu'est-ce que fait justement le groupe Lyot ? Même s'ils n'y arrivent pas, ils ont tenté quelque chose qui a déstabilisé Macron. Lorsque l'opposition fait des propositions de modification de tel ou tel article de loi, lorsque c'est son devoir, même si ces propositions sont retoquées généralement, ça n'empêche pas de le faire. Sinon, l'opposition n'a plus qu'à aller se coucher. Et je dis que les députés doivent absolument lancer l'article 68. Et là, il devrait
y avoir quand même beaucoup de députés qui devraient voter parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Hein. C'est pas seulement les Français, c'est d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont devant le choix cornélien. C'est est-ce qu'ils vont accepter que eux et leurs descendants, leurs successeurs, acceptent que la France se transforme dans un régime de type nord-coréen, alors là, avec peut-être un petit peu plus de souplesse, parce qu'en France, on peut toujours continuer à critiquer ici ou là, quoique de plus en plus maintenant, faut faire très attention quand on critique Macron, mais il y a encore une certaine liberté de parole comme ça, mais qui diminue. Mais en réalité, ce dont il s'agit, c'est de transformer la France dans un régime d'une espèce d'exécutif unitaire qui impose sa loi et qui a neutralisé et le Parlement et tous les contre-pouvoirs. C'est effectivement gravissime. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que les députés lancent la procédure de l'article 68, en particulier le Rassemblement national et la NUPES. Ils ont... Oui. Voilà. Parce que si ce truc est lancé, même si ça n'aboutit pas, il faudra que les Français découvriront l'étendue des viols de la Constitution par Macron, et puis toute la presse mondiale va être... Et donc ça veut dire que Macron sera confronté à ce problème. Il en sera question dans la presse mondiale, comme il a été question, par exemple, lorsque tel ou tel président des États-Unis a fait l'objet d'une procédure d'impeachment. Oui. Alors, si jamais, là, le processus parlementaire, cette loi Lyotte, de proposition de loi de Lyotte, finalement, venait à abroger la réforme des retraites, qu'est-ce qui se passerait pour Macron ? Ça serait pour lui une fin politique, concrètement, avant de parler des gopés ce que je pense, c'est que il est totalement indigne de sa fonction. Normalement, un vrai chef d'État, il aurait fait, comme je le disais tout à l'heure, comme De Gaulle, il aurait compris que les Français étaient contre et donc il ne le faisait pas. Mais il y a un moment à partir duquel il faut obéir au peuple français. Ce que je pense, c'est que si c'était voté, il agirait au niveau du Sénat pour que le Sénat s'y oppose. Après ça, il s'opposerait à ce qu'il y ait une commission mixte paritaire. Enfin, ça risque de feuilletonner pendant encore des semaines. Après, il pourrait s'opposer à la promulgation. On est dans une véritable crise de régime. Vous savez, ça rappelle, pour les historiens, il y a eu un épisode historique très important qui a eu lieu le 16 mai 1877, avec le président de la République de l'époque, on est sous la Troisième République, qui s'appelait Patrice de Mac-Mahon, qui était monarchiste. Il était président de la République, mais monarchiste. Et il avait une conception monarchiste de sa fonction, c'est-à-dire qu'il avait prétendu s'opposer à la majorité de la Chambre des députés, en imposant d'ailleurs un Premier ministre, un président du Conseil, qui s'appelait le duc de Broglie, contre la majorité. Et donc, il y a eu un tel charivari que finalement, il a dissous la Chambre des députés, et il s'est opposé à Gambetta qui avait fondé... C'est presque le nom. Moi, j'ai créé l'UPR, l'Union populaire républicaine. Gambetta avait fondé l'Union républicaine. Et Gambetta avait parcouru la France entière pour que les Français empêchent cette espèce de dictature que voulait imposer Mac-Mahon. Il avait fait un discours célèbre, d'ailleurs, Gambetta, à Lille, où il avait dit, une fois que le peuple français, messieurs, se sera exprimé, eh bien, il faudra vous soumettre ou vous démettre. Vous connaissez cette formule, elle est restée célèbre, même si on oublie quelle en est l'origine. Et finalement... Eh bien, Gambetta a gagné. Finalement, Mac-Mahon a perdu et quelques mois après, il a démissionné. Et donc, ça a été une nouvelle lecture de la Constitution de la Troisième République avec beaucoup plus de pouvoir au Parlement. Puis Jules Grévy qui a calmé le jeu ultérieurement. Là, on en est là. C'est un véritable enjeu historique. Allez, merci François Asselineau, vous êtes sur ligne droite bien entendu. On est sur un format un peu spécial ce matin, pas de table ronde, mais le grand entretien de François Asselineau qui appelle les députés à saisir l'article 68 de la Constitution pour destituer Emmanuel Macron. Mais on va parler, mon cher François Asselineau, des gopés, des grandes orientations de politique économique qui nous font tant rêver dans ce pays de cocagne. Et d'ailleurs, vous avez vu que Ségolène Royal a vendu la mèche. Elle est allée dire chez Sonia Mabrouk, notre consoeur d'Europe 1, que la réforme des retraites était imposée par Bruxelles. Elle l'a quand même avoué au micro. Ça a dû vous ravir, mon cher François Asselineau, ça. Oui, j'aimerais bien que Sonia Mabrouk, elle sache aussi que j'ai une autre audience sur Internet que Madame Ségolène Royal. Je trouve très bien que Madame Ségolène Royal le lâche le morceau maintenant, ce qu'elle ne disait pas quand elle était aux affaires. Elle n'avait jamais dit ça. Maintenant, elle voit, comme tous les responsables politiques, ils voient que sur Internet, je triomphe. Vous avez rappelé 200 000 vues, 300 000, 500 000. J'ai plusieurs vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues. Donc, évidemment, les responsables politiques viennent voir ce que je peux dire et qui attire à ce point les gens. Donc, ce que Madame Royal, elle a dit...
En fait, ce qu'elle n'a pas expliqué, c'est que tout ceci se rattache à ce qu'on appelle les grandes orientations des politiques économiques. J'explique ça depuis 16 ans. En 2017, à la présidentielle, j'avais même, lors du la dernière émission où j'étais avec David Pujadas et Léa Salamé, j'avais même présenté les grandes orientations des politiques économiques, donc imposées par la Commission européenne, avec les conséquences, notamment sur les retraites, la démolition des services publics, etc. Et tout ça circule sur Internet, et la suite m'a donné raison. Alors, ce qu'il faut savoir, et que vos auditeurs probablement ne savent pas, comme d'ailleurs les Français, puisque c'est l'omerta de tous les grands médias français sur le sujet, c'est qu'il y a 3 jours, la Commission européenne a publié les grandes orientations des politiques économiques pour 2023 et 2024. Et donc, on y apprend qu'il faut reprendre toutes les demandes antérieures, notamment sur la réforme des retraites. Le mot retraite n'est pas mentionné, mais ça fait référence à des rapports des années antérieures qui, elles, le mentionnaient. Et puis, on apprend par exemple qu'il faut mettre le paquet sur l'éolien, même si les Français ne sont pas d'accord. Il n'y a pas un mot sur le nucléaire parce que c'est l'Allemagne qui n'a pas voulu. Et on apprend également qu'il faut que l'État diminue les subventions vous savez, des subventions pour faire baisser le prix de l'énergie, ça doit s'arrêter. On apprend que l'État doit continuer la démolition des services publics. On apprend aussi dans ces grandes orientations de politique économique que l'Union européenne apporte un soutien décisif à l'Ukraine. Donc c'est plus de la politique économique, c'est véritablement une feuille de route qui est en fait imposée aux Français. Alors vous me permettrez de dire, parce que je vois que le temps tourne, je ne sais pas si on va avoir le temps de parler du G7 qui s'est tenu... On a encore 10 minutes, François Asselineau, vous avez le temps. Alors, voilà. Ce que je voudrais dire, et ça aussi c'est extrêmement important ce que je vais dire là, je crois, c'est que le président de la République française, quel qu'il soit, à partir du moment où il reste dans le cadre actuel, notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro, à l'OTAN, ne peut plus rien changer de structurel. Pourquoi ? Parce que, je l'ai déjà dit 50 fois, mais là on a une illustration parfaite. Coup sur coup, à quelques jours d'intervalle, il y a eu le G7 à Hiroshima. Le G7, à l'origine, c'était le G6. Ça avait été créé par Giscard en novembre 1975. Et c'était une espèce de concertation entre les économies des principales démocraties du monde. G6, il y avait les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et le Japon. Après, c'est devenu le G7 on a fait entrer le Canada. Et puis après, après l'Union soviétique, pendant quelques années, on a fait entrer la Russie. Ça a été le G8 jusqu'à ce que Poutine, après l'affaire de la Crimée, s'en aille et on est redevenu le G7. À l'origine, c'était donc de la concertation économique. Le premier communiqué final du G6, qui s'était tenu à Rambouillet le 17 novembre 1975, faisait 1295 mots. C'est moi qui suis allé chercher. J'ai regardé ça, vous savez, avec le logiciel Word, on peut retrouver 1295 mots. Le communiqué final à Hiroshima fait 25 055 mots, c'est-à-dire 19,5 fois plus long. Et c'est fondamental ce que je dis, c'est pas un détail. Ça veut dire que d'année en année, de décennie en décennie, ce truc qui était à l'époque un simple organe de concertation économique entre les principales puissances développées du monde occidental est devenu désormais un véritable carcan, une espèce de volonté de dominer la planète, de telle sorte d'ailleurs que l'on voit dans ce communiqué final du G7, par exemple le mot Chine, en 1975, n'apparaissait pas, zéro fois le mot Chine. Là, il apparaît 19 fois. Le mot URSS ou Russie, 0 fois en 1975, il apparaît 12 fois. Le mot nous demandons au reste du monde, c'était 0 fois en 1975. Là, c'est 8 fois. Nous exigeons 0 fois, 6 fois. C'est-à-dire que nous avons une structure devenue folle. Le monde occidental est en train de devenir fou, qui veut imposer sa loi au monde. Et c'est d'autant plus dément qu'au même moment, depuis 1975, le poids économique, démographique, militaire, industriel de l'Occident s'est effondré. Le PIB des pays du G7 en 1975, c'était 55% du PIB mondial. On est tombé maintenant à 28%. Dans tous les domaines, on est lancé dans quelque chose qui est fou. Bon, alors ce que je voudrais dire, c'est que vous avez ça, d'un côté. Vous avez les grandes orientations des politiques économiques, quelques jours après, publiées par la Commission européenne. De l'autre côté, j'en ai parlé avant. Et ce que je voudrais dire
à mes auditeurs, c'est que quel que soit le président ou la présidente de la République qui sera élu après Macron, si c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il sera ou elle sera contrainte de parapher et d'obéir à ces textes fondamentaux, c'est-à-dire le G7, le communiqué final. Madame Le Pen, si elle est élue à l'Élysée, elle va rien pouvoir changer du tout. D'ailleurs, on en a la preuve. Madame Mélanie, il y a quelques mois, on nous disait qu'elle allait changer, ça allait être extraordinaire, mais pas du tout. Madame Mélanie, là, elle est là. J'ai même vu que Joe Biden la tenait par la main. Elle est là, elle s'embrasse, elle se roule quasiment un palo avec Madame von der Leyen. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que les électeurs italiens se sont fait avoir. De la même façon, j'insiste, parce que je sais qu'à Radio Courtoisie, il doit y avoir pas mal d'électeurs de Madame Le Pen. Madame Le Pen, si elle était élue à l'Élysée, ça serait comme Tsipras en Grèce, comme Sébastien Kurz en Autriche, comme Salvini en Italie, comme Meloni en Italie. Il ne se passerait rien. Parce qu'elle n'aura pas les moyens de le faire. Est-ce que les Français en ont conscience de ça ? C'est ça que je veux dire. Vous avez beaucoup de vues. Vous savez que vous avez une grosse communauté sur Internet, c'est vrai. Beaucoup de gens viennent vous écouter. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé notamment avec le marché européen d'énergie, avec ce qu'il nous impose l'Union européenne, est-ce qu'il y a des Français qui ont fait le pas, qui ont basculé politiquement, et sont prêts à entendre aujourd'hui que c'est la seule alternative possible, c'est la sortie de l'Union européenne ? Est-ce que vous le pensez ou pas aujourd'hui, vous ? Alors, je pense, oui, on est entre deux mondes. Il y a, moi je le vois dans la rue, je vois quand je me déplace en France, ma notoriété n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 2017, où j'étais totalement inconnu au début de la présidentielle, et rien à voir avec 2007 quand j'ai créé l'UPR, où j'étais absolument tout seul. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui me reconnaissent, et énormément de gens qui viennent me dire « Continuez, je vous suis », etc. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, c'est qu'il y a des millions de gens qui ne sont pas sur Internet et qui sont confrontés aux médias qui les empoisonnent. C'est un poison. Les médias français sont des médias qui empoisonnent la vie des gens. Ils leur lavent le cerveau. Actuellement, par exemple, on a une grande manipulation qui a commencé, qui est que de faire élire en 2027 M. Édouard Philippe. Alors ça se procède, il y a toute une série d'arguments. Vous avez des sondages qui donnent M. Édouard Philippe arrivant en tête. Après ça, vous avez des sondages sur une autre façon, c'est quelle est la personnalité des Français ? M. Édouard Philippe arrive en tête. Après ça, vous avez quel serait le plus compétent pour succéder à Macron ? M. Édouard Philippe et Mme Le Pen arrivent en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces sondages proposent une liste fermée de candidats. Avec M. Philippe, Mme Le Pen, ils ont ressorti de l'anonymat M. Bertrand Cazeneuve. Personne ne me parle de Cazeneuve. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, autour de vous, est-ce qu'il y a vraiment autour de vous des gens qui en pincent pour Philippe ? Non. Je rappelle que, vous voyez bien la manip. Il y a 70% des Français qui sont contre la retraite à 64 ans, 90% des actifs. Et M. Philippe, il a comme programme de passer la retraite à 67 ans. Et il l'a encore redit. Monsieur Édouard Philippe, c'est lui le responsable du confinement. C'est lui le responsable, avec Macron, des 500 milliards, 600 milliards d'euros d'endettement complètement délirant, et sans compter le 80 km/h, etc., des décisions délirantes. Ça, c'est Édouard Philippe. Et on veut faire croire aux Français qu'ils en pincent pour Édouard Philippe. Et surtout, donc, il y a une manœuvre de l'oligarchie qui a déjà commencé, et qui va s'étaler sur plusieurs années, une espèce de manœuvre d'entonnoir pour progressivement obliger les Français à avaler quelque chose qu'ils ne veulent pas. Tout ce pouvoir-là est fondé sur une chose, c'est surtout arracher le vote des Français sans obtenir leur consentement éclairé. Pourquoi est-ce que je fais des vues, plus d'1 million de vues sur Internet, j'ai 4 ou 5 vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues. Normalement, dans tout pays dans tout pays démocratique, je devrais être très facilement invité sur tous les grands médias. Je suis blacklisté parce que je suis ce qui ne doit pas arriver. Je suis un haut fonctionnaire émérite. Je ne dis pas de bêtises. Les gens peuvent voir que depuis 16 ans, tout ce que j'ai dit s'est révélé exact. Et donc, il y a face à ça une espèce d'omerta générale. Quand on dit, par exemple, qu'il n'y aurait personne pour faire mieux que Macron, excusez-moi. Si j'avais été élu président de la République en 2017, je peux vous assurer,
sur la tête de mes enfants que la France se porterait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'actuellement. Déjà, j'aurais pas fait le confinement, j'aurais pas fait ces atteintes aux libertés publiques. Ouais. Pas la réforme des retraites aussi, j'imagine, François. Mais j'aurais fait ce que les Français veulent, c'est-à-dire le retour de la démocratie. Je serais sorti de l'OTAN. Je n'aurais pas fait les sanctions à l'encontre de la Russie. Je n'aurais pas accepté le narratif qui fait de l'Ukraine une espèce de pays saint, de sacro-saint, alors que c'est un ramassis de crapules. On sait, avant 2022, tous les médias occidentaux décrivaient l'Ukraine pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le pays le plus corrompu du monde. On a vu, vous avez vu ces jours-ci, on a vu que la villa la plus chère de France, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, vient d'être vendue 400 millions d'euros à un oligarque ukrainien qui s'en est mis plein les poches. Enfin, j'aurais rendu aussi aux Français leur liberté d'expression. J'aurais permis que tous les partis politiques, et pas seulement le mien, puissent s'exprimer. J'aurais imposé, par exemple, le droit aux Français de choisir qui est-ce qu'ils veulent voir à la télévision. Il y en a marre de voir toujours des gens que les Français ne veulent plus voir, qu'il est débecte, des gens style Attali, style Bernard-Henri Lévy, etc., des gens qui n'ont fait que le mal, qui ne se sont trompés sur tout, et qu'on leur impose, comme on veut leur imposer monsieur Édouard Philippe. Édouard Philippe, par ailleurs, excusez-moi, mais c'est zéro. Le cerveau d'Édouard Philippe, c'est zéro imagination. Il ne connaît rien sur rien. Il ne fait qu'appliquer les directives des oligarques qui l'ont sélectionné. D'ailleurs, il a fait le voyage de Kiev pour aller rencontrer le régime de Saint-Zelensky. Oui, il est un young leader de la French American Foundation, etc., etc. Il coche toutes les cases. Il faut vraiment, et excusez-moi, je suis un peu véhément, mais parce que la situation, elle est gravissime. Elle est extrêmement gravissime. Si les Français veulent vraiment sauver la France, eh bien, ça n'est pas en continuant, en faisant la même chose que ce qu'ils ont fait depuis 40 ans. Il faut vraiment donner un coup de balai général. Et j'insiste sur le fait que Mélenchon ou Madame Le Pen ou Bardella maintenant qui est devenu le champion de pro-ukrainien, etc., ces gens on coche également les mêmes cases. Ils sont pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN, pour le soutien à l'Ukraine. Ça veut donc dire que s'ils étaient en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne pourraient pas changer une virgule au communiqué final du G7, ils ne pourraient pas changer une virgule aux injonctions de la Commission européenne sur les grandes orientations des politiques économiques, et à part faire quelques rodomontades, comme ça, d'avoir tel ou tel propos qui n'engage à rien, ils nous feraient du Mélanie, c'est-à-dire rien. Et au bout de 6 mois, les Français auraient les bras ballants en disant « alors ça, on n'arrive pas à le croire, ils nous ont trahis ». Mais non d'une pipe, quand est-ce que les Français vont pouvoir ouvrir un peu leur cerveau et écouter ce que je dis depuis 16 ans et de voir que tout ce que j'ai dit se confirme. Il y a franchement de quoi, un moment à partir duquel il faut quand même que les Français se rendent compte que la solution, c'est en eux. C'est en eux. S'ils font preuve de superficialité, comme c'est malheureusement un des traits nationaux des Français, s'ils font preuve de légèreté, de superficialité, comme ça ils disent « oh oui, bah tiens, oui ». J'ai vu l'autre fois, c'était des gens qui... Vous savez, il y avait un Français là qui avait mis une pancarte devant chez lui en disant « on emmerde Macron ». Alors, vous avez vu d'ailleurs qu'il a été poursuivi par la maréchaussée, c'est-à-dire que dans son grand parti de liberté d'expression, donc ça n'a pas plu, et donc on est allé lui chercher des noises. Il a été condamné à un stage de citoyenneté, il a 75 ans. Bon, je regardais, il a été interrogé, je crois que c'était sur BFM TV, bon, il racontait sa mésaventure, en disant quand même, c'est quand même scandaleux, Macron, lui, il nous a dit qu'il voulait emmerder les Français, moi j'ai pas le droit de dire l'inverse, enfin bon, il faisait ce genre d'argument. Et il y a quelque chose qui m'a fait vraiment énormément de peine. Dernier mot, François Gillot, parce que t'es en retard. Dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Et ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est qu'il a dit « Eh ben pourtant, vous savez, j'avais voté Macron. » Alors le journaliste dit « Ah bon, et pourquoi ?» Ben parce que quand même, il fallait lui donner sa chance. Mais pourquoi fallait-il lui donner sa chance ? Parce que en fait, ce monsieur, il écoute BFM TV ou TF1 toute la journée. Et donc, il a eu de même qu'il y aura des gens qui nous diront bientôt « Il faut donner sa chance à Édouard Philippe ». Non, c'est à Asselineau qu'il faut donner sa chance.
Et c'est ce sera le mot de la fin, François Asselineau. On vous a invité, d'ailleurs, vous parlez librement sur Ligne Droite et Radio Courtoisie. C'est pour ça qu'on vous invite. Vous êtes fondateur de l'UPR et vous appelez solennellement, bien entendu, à ce que les députés saisissent l'article 68 pour destituer Emmanuel Macron. Merci beaucoup, François Asselineau, d'être passé par chez nous. Merci beaucoup. Merci.